Gianna Metellus, je suis orthophoniste. Donc aujourd'hui, oui, je viens vous parler de mon métier, puis de mon parcours aussi. Après ça, j'ai prévu une présentation. Normalement, je pense que le format prévu, c'est de donner la présentation, après vous poser des questions. Moi, je préfère que vous me posiez les questions au fur et à mesure. Donc, c'est ça qui va me permettre de m'adapter à vos besoins, de ce que vous avez besoin de savoir. Et comme on n'est pas beaucoup, même pas besoin de lever la main, on reste poli, bien sûr, mais juste poser la question quand elle vient. D'accord? Soyez pas gênés, il n'y a pas de mauvaise question. Alors, j'ai voulu commencer pour le bootcamp. On m'avait demandé une citation de quelqu'un qui m'inspirait. Puis finalement, j'ai réalisé que les personnes qui m'inspirent, c'est mes clients. Et un de mes clients, à un moment donné, me sort cette phrase: un parent dont l'enfant n'a pas de difficulté à communiquer ne peut pas savoir à quel point c'est précieux. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, puis finalement, c'est pour des raisons comme ça que je fais mon métier. Des fois, on voit, j'ai vu ça passer quelques fois, c'est quoi ton super pouvoir? Moi, mon super pouvoir, c'est justement d'aider des enfants qui peuvent avoir des difficultés pour diverses raisons, on verra un peu plus loin, à communiquer plus facilement. Des fois, c'est des premiers mots. Des fois, c'est d'être capable d'avoir une interaction. Donc, c'est des choses qu'on va tenir pour acquis, mais pour certains enfants, c'est pas acquis. Donc, on travaille là-dessus. Pour des jeunes qui ont des difficultés à l'école, mon super pouvoir, c'est par exemple de les aider à apprendre à lire et à écrire en communiquant, en comprenant bien leurs besoins et en communiquant leurs besoins à leurs parents et aux différents professionnels qui parcourent autour et qui gravitent autour d'eux. Donc, ça, c'est mon super pouvoir. Sinon, qui je suis orthophoniste. Également, je suis formatrice. Également, je suis fondatrice et propriétaire de la clinique Gianna Metellus Orthophonie. Donc, pour aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler d'orthophonie. Je vais parler de mon parcours et on m'a demandé un peu de vous parler des défis que j'ai rencontrés et des solutions que j'ai apportées. Alors, avant de vous dire c'est quoi l'orthophonie, je voulais vous entendre. Selon vous, qu'est-ce que ça fait une orthophoniste? Qu'est-ce que vous avez en tête quand on vous parle d'une orthophoniste? Vas-y. Aider à prononcer certains mots qui sont plus difficiles pour certaines personnes. C'est intéressant. C'est vraiment la première image qu'on a d'une orthophoniste. Est-ce qu'on avait d'autres images aussi? Qui fait boire des substances. OK. Moi, je t'arrête de juste. Voilà. Alors, là, voilà. Je trouve ça intéressant parce que c'est là que ça permet d'ouvrir un peu les champs du possible de tout ce que peut faire une orthophoniste. J'ai travaillé en milieu hospitalier et donc, c'est un médecin qui parle. Effectivement, l'orthophoniste, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que souvent, c'est des femmes. C'est aider les personnes qui ont des difficultés à avaler, des difficultés de déglutition. Donc, on parle à ce moment-là de dysphagie. Et un des tests qu'on fait, donc pourquoi on parle de radiologie, donc on appelle ça la gorgée-parité modifiée. Donc, c'est un test aussi pour voir vraiment comment la personne avale et où sont les problèmes. Bon, il y a d'autres choses possibles, donc ça ouvre les champs du possible. Est-ce qu'il y a d'autres images, d'autres... Pour entendre... Ça, bon, mais je suis contente, c'est important. Donc, les difficultés d'audition, il y a un autre métier pour ça, c'est l'audiologiste. C'est deux métiers qui sont très proches. À l'époque, moi, donc on se verra plus tard, j'ai fait, à l'époque, c'était un bac maîtrise en orthophonie et j'avais une mineure en audiologie. Mais dans les faits, ici, en tout cas, dans d'autres régions du monde, c'est séparé. Et le spécialiste des difficultés d'audition, donc des difficultés à entendre, c'est l'audiologiste. D'autres interventions? Il y a l'autisme et aussi le bégaiement aussi. Exactement. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, c'est là qu'on voit. Donc, oui, les orthophonistes peuvent intervenir pour le bégaiement. Et effectivement, pour les personnes autistes, parce que souvent, il y a des difficultés de communication et ou de langage qui sont associées. Et l'orthophoniste va être quand elle est spécialisée en autisme, ça fait partie de mes spécialités, va intervenir justement auprès des enfants autistes. Donc, merci beaucoup. Et sinon, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir sur mon métier? L'accessibilité, c'est quelque chose. Pardon? L'accessibilité. Comment avoir accès à une orthophoniste? Okay. Bon, je vais garder ça en tête. On va en parler dans la question du système. Une question? Oui. Moi, c'est comment devenir orthophoniste. Parfait. Donc, je vais parler de ça aussi. Très bien. Oui? Moi, non. Parce que je vais sur mon site internet où je travaille plus avec les enfants autistes. Et comme moi, je suis travailleuse sociale, je travaille, donc là, je vais plus savoir plus spécifiquement avec cette clientèle. Parfait, ça marche. Donc, je vais garder ça en tête.
Si jamais j'y touche pas, ben on prendra un moment à la fin certainement. Ça marche? Merci beaucoup pour vos questions. OK, ça c'est la définition sur le site internet de l'OAQ. L'OAQ, c'est quoi? C'est l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec. Donc, je suis professionnelle membre de l'Ordre. Et la définition que donne, c'est l'orthophoniste est un expert de la communication, du langage, comprendre, parler, lire, écrire, des apprentissages en lien avec le langage, de la parole, de la voix et de la déglutition. Est-ce que ça vous aide à comprendre c'est quoi l'orthophoniste ou pas trop? OK, quand même. Je vais pas lire la deuxième définition, mais je voulais quand même vous donner des exemples concrets, au-delà d'une définition générale, en vous donnant des exemples avec qui l'orthophoniste peut intervenir. Et encore une fois, ça va vous donner des images, en fait, de l'orthophoniste. Parce que oui, effectivement, l'orthophoniste peut intervenir auprès des difficultés d'articulation, j'en fais, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, l'orthophoniste peut intervenir auprès des personnes qui ont fait un AVC. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, c'est quoi un AVC? Ouais? Bon, ok, donc je n'expliquerai pas ça. Donc, si l'AVC touche la zone du langage, alors on est en présence d'aphasie. Et donc, l'aphasie, c'est un trouble acquis du langage. Et l'orthophoniste va d'abord évaluer l'étendue des difficultés et intervenir pour aider la personne le plus possible à récupérer ses capacités langagières, donc à parler et à comprendre. Un enfant qui a des difficultés de langage. Donc, concrètement, c'est quoi? Donc, c'est un enfant qui naît. Et là, on observe que, bon, il a 1 an, 2 ans, puis on observe que, soit il semble moins bien comprendre, ou les mots tardent à venir. Des fois, c'est les sons dans les mots sont mélangés, si je m'exprime en des mots simples, alors on ne comprend pas bien l'enfant. Donc, on va d'abord parler de difficultés, parce que dans certains cas, donc oui, les mots tardent à venir, mais quand on décide juste des difficultés, bien, finalement, ça finit par se résorber. Donc, ça peut être juste des difficultés ou bien en lien avec des difficultés d'audition. Mais si les difficultés restent, là, on est en présence d'un trouble. Donc, on appelle ça un trouble développemental du langage. Donc, c'est un enfant qui naît, donc il a ce trouble-là. Et à ce moment-là, on a besoin, ça va être vraiment très important, d'offrir les bonnes interventions pour aider le jeune à apprendre avec ses défis et à développer son langage, à développer sa communication. Comme on a dit, l'orthophoniste peut intervenir auprès des enfants autistes. Est-ce que c'est clair pour vous, c'est quoi l'autisme? À main levée, en fait, je vais vous demander, qui peut me dire dans ces mots, c'est quoi l'autisme? Vas-y. C'est lorsqu'un enfant perçoit le monde et ses interactions avec les autres différemment de la majorité, on va dire, différemment du reste du monde, de telle sorte qu'ils ne soient pas capables d'interagir ou de faire les choses de manière considérée comme norme. J'aime beaucoup la définition que tu as donnée parce qu'il y a un aspect neuroaffirmatif. Dans le sens que la première chose que tu as dit, c'est que il y a la notion de différence. Donc ça, j'aime ça. Donc, il y avait aussi des notions de définition médicale, mais pas que, il y avait cette notion-là. Donc, cette notion de différence, parce que souvent, les définitions médicales, donc si on va dans le DSM, donc on parle d'un trouble, donc on parle tout de suite de, il y a des difficultés, donc il y a des rigidités, des stéréotypies. Là, je m'excuse, je vais être dans des termes techniques, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Et justement, il y a des déficits dans la communication. Mais si on a une définition neuroaffirmative, donc ça vient mettre le fait sur que c'est une personne qui a ces différences et donc le développement se fait différemment et c'est différent de ce qui est considéré comme normal. Donc normal comme ce qu'on voit le plus souvent possible et quand ça diffère du normal, ça peut faire peur. Là, je m'excuse, je me suis un peu éloignée, mais si on revient par rapport à l'autisme, je trouve que quand même il y avait plusieurs éléments. Donc, c'est un enfant c'est une différence développementale, je veux dire dans mes mots, moi, simplement, qui fait que, de point de vue d'une autre personne qui s'y connaît moins en autisme, on va voir des difficultés en entrée en interaction. Parce que justement, si tu veux, le monde est perçu différemment en termes de sens. Puis, l'adulte va avoir l'impression que l'enfant est plutôt dans son monde.
parce qu'il a ses propres différences ou ses propres préférences sensorielles. Et l'autre aspect, c'est justement au niveau de la communication. Donc souvent, on va avoir des déficits et concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? On a un langage et une communication qui va prendre plus de temps à se développer. Donc, jusqu'à 3 ans, on peut avoir des enfants qui vont peu ou pas utiliser les mots. Et dépendamment des enfants, en moyenne, de 3 ans à 7 ans, le langage peut plus se développer, mais il y a des différences. Donc, il peut y avoir des enfants qui vont rester non-verbales, mais il va y avoir des enfants que le langage peut survenir plus tôt. Et l'orthophoniste, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je dirais, si je dis dans mes mots, c'est vraiment aider à comprendre les besoins de l'enfant pour aider les parents et tous les intervenants à utiliser les bons moyens d'action pour aider l'enfant à développer sa communication de manière le plus harmonieuse, pour l'aider à réaliser ses rêves. Et voilà. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, c'est très bien. Parfait. Super, merci, je suis contente. Effectivement, ça peut être des difficultés d'articulation. On a parlé de bégaiement. J'aurais pu le mettre, j'avoue que j'ai plus mis les actions qui concernent ce que moi je fais ou que j'ai déjà fait. Donc, j'ai effectivement travaillé en milieu hospitalier, donc oui, j'avais fait la déglutition. Et il y a plein d'autres choses que là, je ne rentrerai pas dans les domaines techniques. Donc, ça donne une idée un peu plus concrète. Ça marche? Ici, j'ai voulu mettre des images. Donc, c'est pour dire justement, souvent on a l'image de l'orthophoniste, c'est une femme blanche qui joue avec son enfant et qui a l'enfant assis à la table. Donc, ils ne sont pas assis à la table, mais bon. Mais je voulais mettre aussi d'autres images en ce sens. Donc, ça, c'est moi, dans mon bureau. Et vous me voyez à terre avec l'enfant. Et j'ai vraiment fait exprès d'utiliser cette image-là pour justement amener d'autres images de l'orthophoniste. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, ça, c'est quand, par exemple, je travaille directement près de l'enfant pour répondre à ses besoins, pour l'aider dans sa communication. Et ici, j'ai mis ce que je voulais mettre comme image, c'est une professionnelle qui rencontre un adulte. Parce que souvent, si on a un orthophoniste qui travaille avec un enfant, on a l'image en tête qu'elle va seulement intervenir avec l'enfant. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça, je veux que ça reste important, je veux que ce soit très clair parce que le travail qui est fait auprès des parents et auprès des autres intervenants est essentiel. Souvent, ce que je vais dire aux parents que je vois, c'est ce qu'on fait en clinique, c'est bien, mais le plus important, c'est que vous arrivez à le faire à la maison. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais amener ici. Donc maintenant, mon parcours, ça va aider à comprendre comment devenir orthophoniste. Donc moi, je suis montréalaise, je suis migrante de 2e génération, donc ma mère, elle est dans le métier, elle est arrivée à 19 ans, et je suis née ici. J'ai décidé de devenir orthophoniste parce que au secondaire, j'ai pu échanger brièvement avec un orthophoniste, puis il m'a dit, l'orthophonie, c'est au carrefour de la communication, de la psychologie, des sciences humaines, des sciences de la nature, et moi, comme j'ai beaucoup d'intérêt, ça m'a interpellée. À l'époque, le parcours, en fait, c'est encore le cas, cégep, sciences de la santé. Donc, pour faire ces sciences. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le bac maîtrise à l'Université de Montréal. Donc, moi, je savais que je voulais devenir orthophoniste, donc c'est ce que j'ai fait. Ça n'existe plus. Maintenant, pour devenir orthophoniste, ça prend la maîtrise et il faut un baccalauréat dans des domaines connexes. Donc, ça peut être souvent psychologie linguistique. C'est un moyen psychologie aussi. Dans ces domaines-là, peut-être aussi parce qu'il y a des éléments de neurologie. Donc, je sais que dans certains programmes, justement, il y a des cours dans ces sphères-là. Mais un bac qui vous permet d'aller chercher ces compétences-là pour avoir accès à la maîtrise. Et l'autre chose que je veux dire, parce que souvent, il y a des gens qui m'écrivent, c'est que au-delà de faire un bac dans un domaine connexe, c'est d'aller chercher de l'expérience pratique. Donc, il y en a qui vont aller chercher un emploi étudiant. Il y en a qui vont faire du bénévolat. Ça aide quand on applique à la maîtrise. Est-ce qu'il y avait d'autres questions jusqu'à présent? Parfait. Donc, dans le cadre de ma maîtrise, il y a des stages. Et mon stage final, je l'ai fait au CHUM, je l'ai fait auprès de personnes qui avaient fait un AVC. Ensuite, dans mon travail, j'étais toujours au CHUM et j'ai fait beaucoup de dysphagie, ce qu'on parlait tantôt. Sinon, mes emplois, à quoi ça ressemblait? J'ai travaillé en milieu scolaire. Donc, auprès des jeunes d'enfants préscolaires qui avaient justement des difficultés de langage, des fois qu'on connaissait, d'autres pas, qui arrivaient à l'école et qu'on fallait faire quelque chose rapidement, et également des difficultés d'apprentissage. Donc, difficultés d'apprentissage, ça va être variable. 80% des difficultés d'apprentissage, il y a un lien avec les difficultés ou les troubles de langage, je dirais.
Donc ça, c'est important à retenir parce que souvent, les parents sont là, je comprends pas, j'essaie de lui apprendre à lire, à écrire, puis l'information ne colle pas à ce qui se passe. Et je veux que ça soit clair parce que, là, je m'exprime très simplement, pardon, ce n'est pas de la stupidité. C'est une différence à apprendre. Et quand on est capable de comprendre les besoins, ben on aide le jeune à apprendre. Et pour ça, c'est de comprendre que très, très souvent, il y a des difficultés de langage et que c'est connu maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le jeune à apprendre. Donc, c'est des choses que j'ai fait en milieu scolaire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé en CRD-TED. Je ne sais plus si l'appellation est je pense que oui, elle est encore utilisée. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement. L'acronyme est resté, même si troubles envahissants du développement, c'est pas trop utilisé, mais c'est l'ancien terme qui combinait, entre autres, le trouble du spectre de l'autisme. Également, juste quelque chose de très personnel, j'ai également une maîtrise en génie industriel sur gestion de projets technologiques. C'est mon choix. Vous n'avez pas besoin d'avoir ça pour être orthophoniste. Je ne suis pas ingénieure. Par contre, par rapport à mon parcours d'entrepreneur, ça m'est très utile. D'autres questions, d'autres commentaires jusqu'à présent? Alors, les défis rencontrés. Je peux les mettre dans l'ordre, je vous dirais, je vais aller chercher avec les questions qu'on avait. Un des premiers défis, je dirais, c'est de naviguer le système de santé, de naviguer le système d'éducation qui est très complexe. De naviguer en tant qu'employé, parce que moi, j'ai travaillé à l'intérieur du système. Même pour les parents, d'accompagner les parents qui naviguent le système pour les aider à comprendre et à choisir un peu les prochaines actions pour aider leurs jeunes. Puis, en tant qu'entrepreneur, là, je vois les personnes plus au privé, de justement outiller les parents pour naviguer le système parce qu'ils ont le droit d'avoir des services au public. Donc moi, je dirais que c'est le gros défi. Un gros défi. Est-ce que c'est clair pour vous quand je dis que c'est le défi de naviguer le système ou vous avez des questions plus précises? Vas-y. Justement, dans le naviguer le système, j'aimerais savoir pourquoi il y a autant de personnes sur la mise à part. Parce que moi, j'en connais qui ont fait comme 5 ans sur mise à part pour avoir ça d'autophonie. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autophonie? C'est quoi en fait? Très bonne question. Très, très bonne question. Les choses changent souvent, mais à une certaine époque, puis je pense que c'est encore au moins un peu vrai. Une des raisons, c'est que des orthophonistes, il y en a, mais le système a de la difficulté à les garder dans le système. Donc, à offrir, puis c'est pas seulement vrai pour l'orthophonie, mais à offrir des conditions qui fait que les orthophonistes ont envie de rester dans le système. D'autres raisons. Maintenant, on est de plus en plus sensibilisés. Alors, on comprend mieux quand c'est nécessaire d'avoir un orthophoniste. Alors là, il y a plus de demandes. Par exemple, avant CRD-TED, il n'y en avait pas ou très peu des orthophonistes. Maintenant, de plus en plus, les parents comprennent qu'on a besoin d'une orthophoniste, donc on en demande. Alors, en tout cas, il y a des postes qui sont ouverts. Je sais qu'ils ne sont pas tous comblés, mais justement, la demande augmente pour les orthophonistes. Je pense aussi qu'au niveau de là, je ne veux pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas tout le portrait, mais au niveau de l'organisation, est-ce qu'il y avait des choses à améliorer là-dessus? Je lance l'hypothèse. Je ne peux pas dire parce que c'est tellement complexe. Puis maintenant que justement, je gère une clinique, je me rends compte à quel point c'est complexe. Mais c'est un peu tout ça. Il y a peut-être une déconnexion à propos de... Pas une déconnexion, mais est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer au niveau de voici les besoins, les orthophonistes, comment on répond aux besoins? Que oui, il y a une façon traditionnelle de procéder où l'orthophoniste rencontre l'enfant un à un. Je ne dis pas qu'il faut l'enlever, je pense que c'est nécessaire encore, mais il y a d'autres choses à faire. Mais comme on est habitué à ça, souvent c'est ce qui est demandé. Donc, il y avait beaucoup de choses en termes de sensibilisation puis en termes d'organisation qu'on pourrait faire, mais c'est pas facile à changer. Donc, c'est un peu tout ça. Quand vous dites que le système n'est pas capable de garder les orthophonistes, c'est en termes de rémunération, conditions salariales? Écoute, je pense que c'est propre à chacun, mais pour de vrai, pour l'avoir vécu, je pense pas que ça, c'est la majeure. Je pense pas que c'est la majeure. Quand on parlait d'indemnité et de préjugés, ça c'est dans la profession même, mais c'est par rapport au
client, entre guillemets? Comment je l'ai écrit? Ben, écoute, c'était de préjugés. Sans parler d'exemples précis, de toute manière, le racisme systémique, malgré ce que des gens vont dire, on sait qu'il est documenté, il existe. Donc, c'est pas seulement, oui, c'est propre à la profession, mais pas que. Je veux dire, des exemples, j'en ai vu dans toutes les professions que j'ai rencontrées. Puis, en même temps, cela dit, pour être dans des comités, parce qu'il y a des belles initiatives qui se font, donc je vais le dire. Mais ça, c'est pas seulement propre à la formation. Je dirais en général dans le système. Mais c'est des choses qu'on va voir beaucoup, puis il y a des exemples qui sont sortis, mais c'est juste par rapport à comment on va percevoir les clients, puis les commentaires qu'on va dire ou comment justement on va intervenir, puis comment, en tant que professionnel, ça nous fait sentir. On dirait que je ne veux pas aller trop dans les détails, mais je pense que c'est... Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire ou pas trop? Un ou deux exemples, ça aide. Oui, c'est ça.